Bonjour tout le monde. Pour commencer, on va vous faire un petit peu d'exercice. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes actuellement, vous vous définissez comme staff, senior staff, principal dans votre entreprise, juste pour qu'on voit un petit peu. Ok, super, merci beaucoup. Le sujet de ce soir, c'est un sujet qui a commencé il y a longtemps en discutant avec Théo Team, qui va vous raconter un petit peu notre quotidien et à quoi on sert en fait chez Back Market. Et moi précédemment, j'étais chez Doctolib, donc à quoi j'ai servi chez Doctolib. Donc c'est un retour d'expérience. Théo, tu veux te présenter? Ouais, moi ça fait 7 ans que je suis à Back Market. Sur Back Market, c'est 10 ans pour vous donner un peu un horizon de temps. Donc moi je suis arrivé à l'époque où Back Market c'était 50 personnes et maintenant on est 700. Donc il y a eu quelques changements entre-temps. Mon rôle initialement c'était tout sauf développeur. Je suis le premier non-développeur en fait de Back Market qui a un profil technique non-développeur. En tout cas je suis arrivé comme tel. Et donc je suis devenu principal avec le temps. Donc j'ai grandi avec l'entreprise. Et moi, pour le coup, je suis arrivé il y a un an chez Back Market en janvier. Et avant, j'ai fait 2 ans et demi chez Doctolib aussi en tant que principal. Voilà. Et avant ça, j'ai fait pas mal de choses différentes. J'étais CEO, j'étais directeur, investisseur, développeur. Voilà. Mais avant d'être chez Doctolib, j'étais patron d'une boîte de 30 personnes et le Covid est arrivé. C'était un peu compliqué. Et j'ai découvert le métier de principal en arrivant en mars 2021 chez Doctolib grâce à Nico Neyer. Je ne connaissais pas ce poste, ce rôle, je ne savais pas trop à quoi ça servait. Et je savais que je voulais plus forcément être manager et j'ai adoré ce que j'ai découvert. Et quand je me suis intéressé à trouver une suite à Docto et que j'ai rencontré Théo Team, notamment lors des entretiens, c'était vraiment chouette, une belle rencontre. Voilà, on va vous raconter. Au menu ce soir, on vous a essayé de... Bon, vous verrez un peu la charte graphique de Netflix. On n'a pas été extrêmement créatif. On va parler un petit peu de staff engineering. Je pense que Eric, tu en as déjà pas mal, t'en as déjà pas mal parlé. Donc, on va essayer de faire des petits rebonds. Et on va pas se répéter à chaque meet-up. Donc, on va vous envoyer plutôt vers des ressources qui vous permettent d'aller un peu plus loin directement. On voit la couverture du livre justement de Will Larson dont tu parlais tout à l'heure. Bon, il fait référence pour tout le monde, je pense. On va parler après de la relation entre les CTO et les principals, avec plusieurs formes de CTO, donc les cofondateurs, mais aussi les senior execs, les personnes qui ont déjà vu le film plusieurs fois, qui arrivent avec une très grosse expérience, parfois avec des très grosses structures. Ce passage de main entre un founder CTO et un ou une CTO très senior, comment nous on collabore avec eux et essayer au maximum de vous donner des insights quand vous avez cette collaboration avec des seniors exécutifs, comment en tirer un maximum de parties et surtout comment générer un maximum d'impact. Tu l'as dit, le mot, je pense que nous on va en parler énormément, Ouais. vous allez l'entendre enfin, pendant tout le talk, le mot impact. C'est une obsession, donc on va vous donner des key insights qui vont aller dans ce sens-là. Yes. Euh, Qu'est-ce qu'un staff engineer? Notre définition, pour nous, c'est une personne qui est technique, plutôt senior, expérimentée, qui peut apporter une vision d'architecture, mais qui est surtout là pour résoudre des problèmes complexes et qui souvent ne sont pas des problèmes qui peuvent être résolus par l'organigramme de l'entreprise, qui travaille par influence, contrairement à des managers qui travaillent avec le management, en général sur plusieurs teams. Et on utilise beaucoup d'expertise technique, de mentorship. Et on trouvera donc pour la première fois le mot impact dans nos slides. Vous allez voir plusieurs fois. On impacte en fait ensuite des équipes, un département, toute la partie technique de la boîte, ou même toute l'entreprise, ou même voir toute l'industrie. Donc en fait, l'impact, ce qui peut faire la différence entre un senior, un staff engineer, senior staff engineer, un principal, bah, c'est la taille de l'impact de ce que vous faites. C'est ça qui permet de vous caractériser. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, les copains ont fait des vidéos. Il y a plein de livres sur le sujet. Nous, on vous renvoie 2 vidéos qui sont des formats assez courts. Un talk qui est maintenant date un petit peu d'ailleurs de Hugo et Dimitri sur le career track de senior dev. Qu'est-ce qui vous attend après? Est-ce que vous voulez vers du management, vous voulez vers du staff engineering, vous voulez changer vers d'autres rôles, TPM, etc. Une vidéo qui est dédiée de staff engineer en français par Hugo Lassiège, le cofondateur et CTO de Malte, qui explique vraiment, pour le coup, qui résume très très bien la discipline et tous les aspects qu'on peut avoir, toutes les formes de staff engineer. Donc on vous renvoie directement à ces ressources.
Nous, on veut insister en revanche sur quelque chose, c'est quand même sur le career track, c'est vraiment important. Ah. Joyeux anniversaire, c'est l'anniversaire de quelqu'un? Les lumières viennent de s'éteindre. On sera allumé. Vas-y, continue. Donc là, ce que vous voyez, c'est le career track simplifié, on va dire, à back market. Quand on commence à back market, quand on est dans son début de carrière, on est associé chez nous. On va évoluer après vers experimented engineer, senior 1, senior 2. On n'a pas été très créatif sur les noms des seniors. Mais oui, on fait un peu un distinguo sur ce qu'on va attendre à certains niveaux de seniorité. Et après, on a la fameuse bascule vers le management ou vers le staff engineer. Premier point que vous pouvez voir, je pense que c'est similaire dans pas mal de scale-up françaises à minima et boîtes un petit peu plus grosses. On a une équivalence chez nous entre les postes de staff et d'engineering manager, de senior staff avec les directors et de principal avec les VP. Et littéralement, c'est comme ça que ça se matérialise en termes de reporting. Rick, tu le disais, un staff tout à l'heure chez Datadog, chez vous, ça a l'air d'être une paire avec un manager. Chez nous, c'est exactement la même chose. On est souvent en fonctionnement en paire. On est là pour amplifier l'impact, la reach et pas mal de choses d'un manager. Et on est au même niveau sur le career track. Donc, on a la même voix au chapitre à back market, en tout cas, avec la personne sur laquelle on est placé côté management. Donc, pour nous qui sommes tous les deux principals, on est en théorie au même niveau que des VP. En tout cas, Enfin, considérés pas comme en tel. théorie, on est. On est, on va Ça dire que va. Non, c'est important d'avoir la reconnaissance, le salaire qui va derrière. Il faut être aussi transparent par rapport à ça. Et puis l'impact et l'attendu qu'on a par rapport à notre rôle. Donc on est deux principaux. On doit être, je sais pas, je me tourne vers les copains, 10, 15 staff engineers et senior staff chez BM, quelque chose comme ça. Chez Doctolib, alors on est 700 employés chez Backmarket, dont 300 qui font de la tech. Donc 300, il y a deux principaux. Doctolib, il y a 2800 personnes, il y en a 500 qui font de la tech et on était 6 principaux. Honnêtement, on était 6. Moi, j'ai 27 ou 28 ans d'expérience et j'ai un de mes collègues qui avait 10 ans d'expérience que j'adore. Forcément, je ne vous cache pas qu'on était tous principaux. Voilà. Donc c'était pas la même chose et le même impact et le même résultat qui était attendu. Alors que voilà, chez Backmarket, c'est plus carré. ouais. Et je dis, et pour pondérer ce que je disais tout à l'heure, en théorie, c'est simplement qu'en fait, il y a une différence majeure chez nous entre les principals et les VP, c'est qu'un VP a un scope défini, alors que nous, on nous attend sur du transverse sur tout le département. C'est la différence majeure. Donc, par définition, on travaille par influence, évidemment, on est des staffs, on ne fait pas de management, mais on a moins cette stickiness à un scope précis. On change très souvent de scope. Ouais, on va vous expliquer ça. Comment on devient staff, senior staff et comment on devient principal? On a pour notre part deux expériences différentes. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de choses communes quand j'étais chez Docto, que j'ai retrouvé en travaillant avec Théo Team, qui est le profil un petit peu du Bernard Lermite. Si tu veux expliquer un peu ton parcours, tu l'as dit tout à l'heure. C'est bon ça. Mets-toi dans C'est très bon, c'est très bon. Du coup, alors moi, j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis. En fait, Back Market est la première boîte, enfin, en tout cas, c'est ma première expérience en France. J'ai travaillé pour Dailymotion aux États-Unis et après dans la finance. Et en fait, c'était un rôle en parlant avec les copains, avec pas mal d'entreprises que j'ai rencontrées, qui étaient déjà très bien implémentées, qui étaient très communs. On voyait vraiment l'importance du leadership technique peut-être un peu plus présente, je vais dire dans l'ADN de certaines boîtes anglo-saxonnes. Et en rentrant en France, à Back Market, on a avancé très longtemps avec du proximity management qui était fait par les product managers. Donc on a eu très tard en fait de l'engineering management à Back Market. Et quand on en a eu, vous voyez le truc arriver à 15 000, quand on fait un truc un peu tard, on en veut beaucoup. Et donc, on a beaucoup de management qui arrivait au même moment à back market et on a voulu faire très vite peut-être plusieurs layers, etc. Et ça a été important pour nous pour éviter de diluer la rapidité à laquelle on itérait, de pondérer un petit peu ce management et de toujours garder un ADN tech très forte. Et pour ça, on avait besoin, vu que les managers étaient concentrés sur du recrutement, vous imaginez qu'il y a eu des sessions d'onboarding en 2018-2019 à back market où c'était 50 personnes qui arrivaient d'un coup sec. Donc en fait, quand on a ce genre de scale, d'hyper-croissance, les managers sont concentrés sur le recrutement humain. Donc on ne peut pas leur demander d'avoir une connaissance et une présence sur tous les sujets techniques en permanence. Ce n'est pas possible. Donc nous, on a très vite voulu avoir du staff engineering. Moi, j'ai poussé cette discipline à l'intérieur de Back Market parce qu'on avait justement besoin d'avoir du leadership technique qui se décollait un peu plus du rôle de manager. Et sans les isoler, évidemment, en les accompagnant, donc en fonctionnant en pair.
Donc moi, je suis devenu staff après avoir été manager des équipes plateforme. J'ai voulu tout simplement lâcher ce rôle de management pour repasser sur la contribution individuelle, mais toujours avec une notion de leadership, d'accompagnement, d'influence. Très similaire à ce que tu racontais sur plein de sujets. Nicolas, toi, c'est très différent. Moi, c'est différent parce que j'ai connu 2 fois l'arrivée dans une entreprise. Alors, Doctolib, c'est du Ruby on Rails. Moi, je viens du monde Java, j'ai fait beaucoup de Scala. Donc, Ruby on Rails, c'est pas ma langue natale. Et je suis arrivé chez Backmarket, aussi du Python et Rebelote. Donc, clairement, c'est pas pour mes compétences de développeur Ruby on Rails ou Python que j'étais embauché. Donc, à chaque fois, je suis arrivé. Il a fallu que je me crée mon réseau, mon influence. Et que je commence à travailler avec les équipes. Et on a beau avoir de l'expérience, bah, quand vous arrivez, vous êtes nouveau comme tout le monde. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Euh, et c'est quelque chose qui est passionnant parce que vous allez voir les gens et vous leur demandez comment vous pouvez les aider. Vous discutez avec plein de personnes, vous rencontrez plein de problèmes. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Euh, Ayant été manager et ayant occupé des postes de direction, je peux parler avec des directeurs, comprendre un peu plus leurs problèmes, et en même temps, je suis très détaché. C'est-à-dire que, à titre personnel, je dis souvent en rigolant, moi, ma carrière, elle va très bien, je suis très heureux, j'ai pas envie de chercher le coup d'après, donc je suis juste là pour m'amuser, je suis pas là pour avoir une promotion, un paquet de bonbons en plus à la fin du mois, j'en ai rien à faire. Et ça me rend très libre et on s'amuse beaucoup. Donc ça permet de travailler avec les personnes. Et en fait, là où je pense que c'est intéressant où ça a été intéressant pour Docto et chez Back Market, c'est que on peut travailler en apportant de l'influence et de l'aide sur les projets et sans un agenda caché dans la tête. Les gens le savent, moi j'ai pas envie d'être CTO, ça ne m'intéresse pas. Et ça permet de se concentrer vraiment sur les problèmes qu'on a envie de résoudre. Et je pense que ça peut fonctionner à chacun à son échelle. Moi, c'est là où je me suis épanoui, je m'épanouis aujourd'hui. Je pense que vous, individuellement, je vous souhaite d'arriver à un moment où vous êtes content et vous êtes content de où vous êtes et vous ne cherchez pas forcément la montagne suivante. Alors, c'est quoi la vie d'un principal? Alors, on a vu qu'il y avait quand même déjà des staffs dans l'audience. La vie d'un principal est déjà très similaire à celle d'un staff, hein, qu'on se le dise. On reste toujours attaché à des patterns d'influence. Chez nous, à Back Market, on ne fait pas une distinction très très forte entre les archétypes de staff. Chose importante, ça peut être plus présent dans des plus grosses structures, mais comme l'a dit Nicolas, nous on est une quinzaine à peu près. Donc ça limite notre capacité à commencer à dire certains staffs font que du leadership, certains staffs sont des solvers, ils vont faire vraiment que la technique, ressortir d'une grotte avec une solution que personne n'avait anticipée. On est un peu plus généraliste sur le staff. Ce qu'on cherche chez nous, c'est réellement de la capacité d'influence et à trouver la bonne posture pour réussir. Ça, c'est hyper important. Je pense que je n'ai pas vu une seule présentation de staff qui ne parle pas de ça. Tu en parlais de la polyvalence, vraiment d'avoir plusieurs cordes à son arc. En fait, vu qu'on cherche l'impact, la finalité, enfin les moyens importent peu, c'est la finalité qui compte. Donc, que ce soit au travers de la discussion, en rappelant qu'un sujet existe, que ce soit en faisant du stakeholder management, en faisant du manage-up, en disant attention à son manager, il faut que tu prennes conscience de ce truc-là et voici des solutions. Booster des développeurs qui ont besoin d'entendre aussi que leur travail a de l'impact, réunir tout le monde dans une salle, etc. Peu importe le moyen, tant qu'on arrive à générer cet impact. Et donc, nous, on fait tout le temps le pendule entre deux choses pour avoir de l'impact. C'est la stratégie et la tactique, d'où l'origine de la question que je te posais tout à l'heure. On a on va dire, des moyens d'action qui sont un peu plus tactiques, donc qui sont sur un temps restreint, où on fait de la code review, on fait du programme management, on fait de la dependency tracking dans les roadmaps, etc., anticiper des sujets qui vont peut-être collider. Mais la plupart du temps, là où on va avoir un impact plus important, ce sera quand même de la stratégie, donc le temps long. Chez nous, le temps long à Back Market, je pense que ça va être 1, 2 ans, peut-être un petit peu plus court que ce que tu nous décrivais tout à l'heure. Mais ça va être vraiment quelle vision technique pour dans un an, à quel point ça va avoir un impact sur les autres départements, comment on peut prévenir les leaders des autres départements que ça va leur arriver, probablement on va leur prendre de la bande passante, comment vendre à un VP marketing que, tiens, on est en train de faire passer un monolithe à un microservice. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Qu'est-ce que ça va faire sur ces sujets? Non, nous, on nous attend sur ces avancées et cette influence stratégique. Ce matin, avec Guillaume, on parlait de Front-End Vision. Je ne sais pas si tu as écouté ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'on va faire la semaine prochaine.
Oh, ouais, ouais. Revenons à nos activités. Et je pense que si pour les staffs qui sont là, il y a des choses qui doivent vous parler, qui ne devraient pas trop vous surprendre. Incident post-mortem, les HoloLens, des moments aussi de focus time. Je pense que une denrée qui est rare et qui ne peut pas trop s'acheter, c'est le temps. Et donc, il faut vraiment s'organiser et se sauvegarder du temps pour penser à rien. J'expliquais à quelqu'un que moi, à titre perso, fin 2020, j'étais pas bien. J'étais dans un espèce de burn-out épuisé. Je comprenais pas pourquoi mon cerveau marchait pas bien. J'étais donc patron de la petite boîte là et je signe un contrat à 280 000 euros. Donc je fais yes en plein Covid. Et en même temps, j'étais mais éclaté, fatigué. Je comprenais pas. Et j'en parle avec un ami. Il me dit bah, en fait, Nicolas, c'est très simple. Ton cerveau, tu ne lui laisses aucun moment pour respirer. Tu es tout le temps en train de faire des tonnes de trucs. Et je faisais à peu près tout moyennement bien. Et en fait, je n'avais plus de temps pour que mon cerveau respire, je reprenne ma respiration et je refasse les choses moins et mieux. Depuis que j'ai vécu ça à titre perso, ça m'a calmé. Je ne suis pas devenu fainéant, mais je garde du temps pour ne rien faire et je me garde du temps pour que mon cerveau ait un bon niveau de fonctionnement. Donc, je vous le conseille, ne mettez pas le volume à 100%. Vous êtes des organismes qui sont prévus pour fonctionner à 80%. Quand vous avez de la fièvre, vous avez 39-40, vous êtes à 100%. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous avez 4-5 jours de fièvre, vous mourrez. Donc c'est un peu embêtant. Nous, les humains, on est prévenus pour bosser à 80% de notre capacité. Donc ne bossez pas à 100%, ne le faites pas. Trouvez-vous des moments, faites-vous du sport, mais c'est super important. Et dans notre industrie, malheureusement, on a tous tendance à un petit peu parfois bourriner. Et au pire, ça fera un placeholder pour que les gens vous calent des réunions, vu qu'il n'y a pas de place dans l'emploi du temps. Voilà. Blague à part, je pense qu'on se reconnaît tous là-dedans. On nous a mis quand même le lunch. Le lunch, il n'est pas du tout anecdotique. Pour le coup, pour nous, c'est un des moyens d'attraper des profils qui, justement, ont un emploi du temps saturé. Je pense tout de suite aux execs, mais il n'y a pas que ça. Le meilleur moyen de trouver un moment avec un exec et surtout d'avoir un niveau de confiance à un moment donné, une petite safe zone où on Il peut faut le parler de faire certains boire, c'est ça sujets. que tu dis Alors, soit on le fait boire, soit on lui fait manger une pizza et au moment de la digestion, on peut commencer à lancer son sujet. Blague à part, c'est vraiment peut-être une tips qu'on peut vous glisser au passage. Les lunchs, n'hésitez pas à les exploiter. Et les HoloLens, on vous les a mis aussi parce que il faut aussi y parler. Là, on parle plus de prise de parole HoloLens. Toi, tu as fait une prise de parole et même une chanson aux derniers Summons. Moi, j'ai réussi à Moi, m'enfuir j'ai très fait du vite. karaoké. Donc voilà. Voilà, on nous a mis quelques petits rituels, c'est pas exhaustif. Et en termes d'emploi du temps, c'est à peu près, là, c'est littéralement un snapshot d'un emploi du temps, d'un vrai emploi du temps. Euh, donc là, on a mis quelques blocs un peu, on a essayé de sanctuariser les one-on-one, de les mettre au même endroit, parce que ça fait énormément de context switching et beaucoup de discussions, donc c'est très épuisant. Donc on essaie de les garder au même endroit, de garder un peu un code couleur, un peu de contribution vraiment technique, architecturale, de review, d'accompagnement, mentoring technique. Une qui est plutôt axée sur de la discussion, des moments où on collecte de l'information, où on distille de l'influence. Et garder, j'ai mis en vert ce qui est sympa. Alors, je me suis fait dire la dernière fois que la veille technologique ou lire des docs, c'est sympa, ça se débat. Bon, en tout cas, ça demande moins d'attention active qu'une discussion. On essaie de convaincre quelqu'un Mm. pendant un temps donné, quoi. Et il y a une grosse part de mentorship quand on est principal. Chez Docto, moi, j'avais organisé la guilde des staff engineers pour un peu structurer, puis qu'on ait un moment pour qu'on puisse tous discuter ensemble et un peu échanger nos concerns et tout ça. Chez Back Market, là, c'est plus en one-one et c'est super intéressant d'aider les gens. Ça, enfin moi, à titre perso, c'est un truc que j'aime bien faire. Et puis après, il faut pas non plus le faire pendant 10 ans. Il faut lancer les gens, puis après, les gens après se débrouillent tout seuls. Mais les one-one, c'est pas juste discuter avec des directeurs ou avec des non-tech, c'est aussi travailler avec d'autres staffs et bosser avec vous pour bosser ensemble, quoi. Et de manière très pragmatique, la meilleure manière de démultiplier son impact, c'est d'en avoir au travers des autres et de les mettre en valeur, exactement comme ce que tu disais encore une fois dans la précédente présentation. Il n'y a pas meilleur moyen de manière à multiplier l'impact que de l'avoir au travers des autres. Ouais. Euh, je répète souvent on fait pas mal de choses, mais on fait faire beaucoup de choses par les gens et les gens ne se rendent pas compte qu'on leur fait faire des choses. C'est le secret, en fait. En vrai, c'est ça. C'est que nous, nos journées sont quand même assez bien chargées. Il y a des sujets sur lesquels on va mettre les mains dedans, on fait des pull requests et ainsi de suite, mais il y a aussi des sujets sur lesquels on s'attache à trouver une solution et à la fin à faire des choses. Et parfois, les gens n'ont pas forcément envie. Mais ouais, enfin voilà, on avance. Il faut trouver des idées, il faut être un peu créatif.
Bon, maintenant qu'on a fait la présentation à Paris, Back Market Paris et Back Market Bordeaux, on a un peu grillé, mais on va trouver des Il trucs, faut on va qu'on trouver trouve des d'autres idées. secrets. Ouais. Alors, euh, là, on va commencer à parler un petit peu de la relation avec les CTO. Comment on travaille avec les CTO. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, tu l'as dit tout là un peu, Nicolas, en termes de structure de reporting. On reporte directement à la CTO. C'est la même chose pour les directeurs et VP qu'on a à Back Market. Donc, on a une relation avec elle qu'on peut avoir comme avec un manager classique. On a des one-on-one toutes les semaines. On a une réunion d'équipe toutes les semaines. Un point assez important à avoir en tête, c'est que bah, la plupart des sujets qu'on a sont extrêmement complexes, mais dans le sens flou, indéterminé. Enfin, c'est pas que c'est pas clair, on va dire. La plupart des sujets qu'on nous drop ne sont pas prêts à être exécutés. C'est une problématique la plupart du temps qui nous est donnée, et souvent la solution est très très loin de l'énoncé. Mm. Cas C'est pas un typique, ticket Jira hyper clair, hein. Je vous cache pas. cas typique, ce sujet technique, il marche pas. C'est sûr, il y a un sujet technique. Bon, on commence à s'en approcher, on se rend compte que ah, bah, l'équipe, elle est sous-staffée. Ah, tiens, il y a deux personnes qui leur manquent ci, ça, etc. Mm. C'est rarement des problèmes techniques d'ailleurs. En vrai, On va dire. c'est rare. Honnêtement, moi, ça fait depuis 2021. Oui, il y a des fois, on vient vous demander votre avis ou de trancher ou d'arbitrer sur les problèmes techniques. Ça arrive, mais c'est souvent plus derrière le problème technique, il y a un problème d'humain. Derrière, il y a un problème d'un développeur qui en fait a trouvé la bonne solution, puis le manager en fait il n'a pas envie. Et donc nous on le comprend très rapidement. Et puis bah, il faut qu'on joue un peu une scène. Et il faut qu'on se dise dans l'intérêt de l'entreprise, bah, il faut qu'on fasse ce que le jeune développeur dit. Et il a raison. Maintenant si j'y vais frontalement, ça va pas marcher. Enfin voilà le genre de situation qu'on peut être amené à résoudre. Alors, comment on anticipe? Ça, c'est intéressant. Et je pense que ça, pour les staffs, c'est vraiment un point sur lequel je dirais c'est crucial. Plus vous devenez senior dans le rôle de staff et plus vous devez avoir un outillage, vous devez changer votre organisme pour avoir un outil d'anticipation qui passe par un réseau avec des gens et qui passe aussi par des endroits où vous venez vous mettre. Ça peut être participer à des chapter meetings pour être au courant de ce qui se passe. Ça peut être là le mardi soir dans la business review pour voir aussi les gens du business qui parlent de votre boîte et écouter des problèmes. Et après, il faut vraiment avoir un petit peu de flair, je pense. Euh, c'est quelque chose qui est... ouais, je pense que c'est 50% du boulot qu'on nous demande de faire. C'est de regarder devant et d'anticiper et de ne pas venir juste avec un problème, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de venir aussi avec des solutions et quasiment un plan d'action et quasiment dire, bon, bah voilà, comment je pense résoudre ce problème-là. C'est assez rare que, alors parfois on n'a pas la solution et c'est pour ça qu'on est plusieurs et on réfléchit à plusieurs, mais l'idée c'est quand même de venir avec des solutions, quoi. Un des trucs typiquement qui est très important dans notre quotidien, c'est d'avoir une carte mentale en permanence je peux pas dire de l'exhaustivité de la boîte, c'est impossible et c'est impossible dans des plus grosses structures, mais toujours d'avoir une carte mentale de qui est actif sur quel sujet, à quel moment il va y avoir un sujet important, quels vont être les enjeux sur ce sujet-là. Est-ce que ça sera généralement un problème de dépendance? Est-ce que ce sera un problème de conflit dans la roadmap? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est peut-être un peu fatigué, mais qui est mis en position de leadership sur le sujet? Est-ce que tel département a anticipé les conséquences, etc., etc., etc. On doit toujours avoir cette carte mentale en permanence la plus hydratée possible, parce que, bah, en fait, on se retrouve dans des positions où d'un coup, on va arriver dans un meeting, il va falloir influencer dans telle direction. Là, il n'y a pas le temps de lire la doc, il n'y a pas le temps de commencer à se reposer sur un support écrit. Ça arrive très, très souvent on est mené à pousser à prendre des décisions ou à les prendre nous-mêmes sans échauffement, entre guillemets, quoi. Ça, c'est assez important, Et surtout avec les il y a peu execs. de répétitions, hein. Un souvenir qui m'a marqué, moi, en début octobre, c'était une discussion avec Théo et on était avec les personnes côté People et on sentait qu'il y avait une équipe qui était vraiment en difficulté. Et Théo Tim, il dit, mais l'OKR 1 de la boîte l'année prochaine, on le met sur cette équipe où côté front-end, ils sont quand même en difficulté. Enfin, ah oui, tu as raison, enfin, là, on va dans le mur, quoi. Et une fois qu'on a dit ça, tout de suite, bon, bah, proposition, changer les personnes d'équipe, s'appuyer sur les freelances, aller dans l'équipe le temps que. Enfin, et là, bah, je pense que les personnes qui étaient avec nous ont compris que, bah, à quoi on servait, quoi. On était là pour anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent. Et on a eu le nez creux. Ça s'est pas trop mal fini, mais on a eu chaud, quoi. Et parfois, c'est bizarre parce que bah, moi, je suis peut-être un peu plus âgé. Je vois mon cerveau réagit
comme un réflexe. Il sait qu'il y a un truc qui sent pas bon et parfois il faut le verbaliser, il faut que les gens le comprennent et il faut que vous soyez pas tout seul dans la salle à avoir peur. Enfin, sinon vous êtes un psychopathe. Il faut que les autres soient convaincus et qu'ils soient aussi inquiets que vous pour qu'après vous puissiez les embarquer et trouver une solution. On va y revenir, c'est hyper intéressant. C'est un part important aussi de communiquer son sentiment aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire et qui n'est pas facile. En fait, si on est paniqué, mais qu'au final, on est perçu comme quelqu'un qui panique, plutôt que de faire comprendre que la panique est légitime et qu'elle doit être On transmise va et qu'il tous faut prendre mourir. conscience. Ouais. Donc, c'est pas facile de transmettre un sentiment, mais ça fait partie des choses qu'on doit faire. Euh, les différences entre les CTO et les Principal Eng, en tout cas, une boîte, encore une fois, on va prendre pour une scale-up. La différence majeure, c'est la reach. Si on prend, on va connaître à peu près tout le monde. On n'a pas réellement encore une fois, de mur. On peut aller contacter des IC1, on peut aller contacter des personnes qui viennent rejoindre l'entreprise. Un CTO sera toujours englué dans un certain nombre de rituels récurrents qui l'empêcheront de construire cette reach, à moins que ce soit un fondateur. L'aspect leadership, Nicolas l'a déjà dit, en fait, nous, à Back Market, littéralement, il y a pas de niveau au-dessus de Principal pour nous. Donc, en fait, on n'a pas trop de perspectives d'évolution à très long On terme. est à la retraite. On est, voilà, à part la retraite. Mais donc, du coup, on n'a pas d'intérêt individuel. Donc, ça nous rend beaucoup plus indépendants et on l'espère beaucoup plus trustable aussi par nos pairs ingénieurs. Parce qu'on est là vraiment pour trouver un équilibre et maximiser les chances que chaque projet et chaque personne réussisse. L'aspect 3, il est évident, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on en reste plus technique. Tu parlais de est-ce que on code encore, etc. Ça dépend. Je pense qu'on aimerait coder beaucoup plus, mais encore une fois, la notion d'impact reste centrale. Si on peut avoir plus d'impact en ne codant pas, c'est pas qu'on ne doit pas coder, c'est qu'il faut se concentrer sur l'impact. Et la plupart du temps, on va avoir plus d'impact sans coder. Mm. Donc c'est hyper important parce on le revoit dans pas mal de questions qui reviennent dans les staffs, dans pas mal de structures. On le voit au sein de Staff 42, c'est des questions très récurrentes aussi dans les meet-ups. En fait, il ne faut pas se concentrer sur est-ce que je dois continuer à coder ou pas. C'est quel est l'impact, qu'est-ce qui va générer le plus d'impact. C'est vraiment le plus important. Et là, on va vous parler donc deux retours d'expérience un peu différents. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un CTO cofondateur part et qu'on a un exec un peu senior qui arrive? J'avance un petit peu. On a fait un petit graphe. Alors nous, notre cœur de métier, c'est pas la métrologie, donc vous me pardonnerez un petit peu le design très limité de ce graphe. On a juste voulu illustrer deux différences majeures en fait entre les cofondateurs CTO et les seniors exécutifs, on va dire en termes de profil. En termes de technicalité, ça dépend des boîtes. Là, je pense qu'il y en a qui vont penser à Hashimoto, qui vont penser à pas mal de profils extrêmement techniques, etc., mais qui sont finalement très connus, mais qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble de l'écosystème. La plupart du temps, un cofondateur CTO, ça fait un petit moment quand il cherche à passer la main, qu'il est moins dans la tech. Donc, en fait, son profil, son expertise n'est pas nécessairement représentée au travers de la technicalité. Il connaît sa stack, évidemment, mais ce n'est pas au travers de l'apport technique, généralement, qui va faire réellement la différence. Et c'est pareil pour un senior exécutif. Deuxième chose, le leadership. Alors là, il y a une vraie différence. Un senior exécutif, généralement, on le recrute justement pour son expérience, pour le nombre de fois où il a vu le film, pour le nombre de fois où il a accompagné des entreprises d'une taille et potentiellement d'un domaine différent. Donc là, il y a une vraie différence. On sent une structure. On a des rituels qui sont beaucoup plus solides. Il y a des capacités d'encadrement qui vont beaucoup plus loin. On a une compréhension des timings sur l'évolution aussi interne de la boîte. Par exemple, tel chantier RH, je vais pouvoir le faire en temps de temps. Un changement de culture d'ingénierie, en poussant l'ingénierie, je vais pouvoir le faire en temps de temps. Mes managers font ci ou font ça, devraient faire ci, devraient faire ça. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus streamliné. La dernière différence, et là elle est majeure parce que nous, ça nous impacte énormément, les principaux là-dessus, c'est qu'en fait, tout simplement, un CTO cofondateur, il connaît tout le monde dans la boîte. Il a probablement recruté tout le monde, il parle à presque tout le monde. Et donc, en fait, ce qu'il nous demande, le CTO cofondateur, c'est absolument pas d'étendre sa reach. La plupart du temps, ce qu'il nous demande plutôt, c'est de nous concentrer sur un apport technique, sur ce que justement il n'a pas. Et là, quand un senior exécutif arrive, c'est exactement l'inverse. Le senior exécutif ne connaît personne, il ne sait pas exactement qui il doit influencer et comment. Et c'est là où nous, d'un coup, au moment du coup où un senior exécutif arrive, on doit complètement changer notre manière de fonctionner.
On est là pour étendre sa reach, on est là pour ramener des informations qu'il n'aura pas forcément au travers de plusieurs layers de management, etc. Ça, c'est un changement de métier complet. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, quand on prend Docto ou Back Market, les deux boîtes ont 10 ans. Les deux boîtes ont été créées par un ou deux techs, un business et une personne côté produit. Les deux boîtes ont plutôt bien réussi, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il est devenu évident pour les fondateurs techniques. Donc, Jessie et Evan, c'est les deux fondateurs techniques de Doctolib. Jessie et Evan, vers la 7e, 8e année, de manière évidente, se sont dit on ne veut pas être CTO. Enfin, ils l'ont eu pendant il y avait deux CTO pendant un an. Et ils se sont dit, on va aller chercher à l'extérieur des gens qui ont déjà pris des entreprises avec déjà à l'époque 200, 300 ingénieurs 200, 300 ingénieurs pour structurer ça. Et donc, ils ont recruté Philippe Villemar qui venait des États-Unis. Chez Back Market, donc c'est Dawn Baker, notre CTO, elle vient de Google, Firebit. Enfin, elle avait un passif assez impressionnant en tant que avec ce profil-là. Donc ça, c'est assez évident dans la tête des fondeurs. Et ce qui est moins évident, c'est qu'une fois que vous avez trouvé quelqu'un un chef d'orchestre qui va vous créer la structure de votre boîte, en fait, c'est plus dur pour eux de se rendre compte qu'il faut faire venir de l'extérieur des gens plus expérimentés. Moi, chez Docto, quand j'étais recruté, on était trois à arriver. Jonathan Bocara, Loïc Nuchel et moi-même. Et trois personnes avec plus de 20 ans d'expérience. Et à un moment donné, Jessie s'est dit, Jessie, c'était sa deuxième ou troisième boîte. Et il disait, moi, je ne peux pas tout savoir. Il faut quand même que je prenne des gens de l'extérieur pour m'aider sur des sujets techniques, virgule, engineering. Et on est trois comme ça à être rentrés fin 2020 et début 2021. Je trouve que c'est ça, à un moment donné, de se dire, je ne peux pas tout savoir et du coup, je vais me faire aider. Et chez Back Market, Théo a expliqué tout à l'heure que lui, il a grandi en même temps que l'entreprise. Même histoire. À un moment donné, Don est arrivé, ça fait 1 an et demi qu'elle est là, maintenant 2 ans. Et je ne sais pas comment la discussion s'est lancée, mais ils se sont dit, tiens, on va prendre quelqu'un qui n'est pas un profil CTO pour venir apporter aussi, encore une fois, un peu d'expérience et de seniorité. Donc on retrouve deux fois quand même le même pattern et deux fois je comprends pourquoi et je me rends compte de l'apport que ça peut avoir tous ces profils parce que c'est pas que un principal ou que un CTO qui fait le succès, c'est l'ensemble quoi. Je me tais parce que je suis hyper bavard. Sinon on est là jusqu'à 4 h du matin. On va accélérer un peu, on va passer plutôt aux petits conseils qu'on peut distiller à droite à gauche sans prétention. Une des choses, moi personnellement, que j'ai faites au moment où Dawn est arrivée, alors déjà, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre qu'elle n'attendait pas exactement la même chose. Encore une fois, moi, j'ai grandi un peu avec l'entreprise. J'avais jamais été staff avant Back Market. Donc, j'ai pris un peu de temps avant de comprendre qu'elle n'entendrait pas du tout la même chose. J'ai eu des verbatims un petit peu secs sur des retours, on va dire, après son onboarding, où elle m'a fait comprendre au bout de 1 ou 2 mois que c'était pas du tout ce que je lui ai apporté, n'était pas du tout ce qu'elle attendait de moi. Alors, il faut arriver à le digérer quand ça fait 5 ans qu'on envoie à fond dans une entreprise et qu'on a vraiment l'impression d'avancer à fond, faut le digérer. Mais une fois que c'est digéré, du coup, il faut se recalibrer immédiatement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait, je lui ai fait un document. J'avais commencé avant qu'elle arrive, mais je lui ai fait un document pour lui lister tous les sujets qui, pour moi, étaient des hot topics, des sujets qui étaient soit brûlants, vraiment qui étaient dangereux, ou des opportunités, en lui mettant à chaque fois quelque chose de très simple, un peu un format one-pager, comme tu l'expliquais tout à l'heure, quelque chose de simple, description le nom du problème, description, quelles sont les conséquences négatives pour l'entreprise, qu'est-ce que ça représente en charge mentale pour moi, parce que peut-être que c'est une très grosse charge mentale, mais au final, il n'y a pas d'impact réellement sur l'entreprise, et inversement. Et est-ce qu'on peut contrôler ça, on peut l'influencer, ou c'est quelque chose qui est dangereux, mais on n'a pas réellement de prise dessus, et suggérer des actions. Hyper important. Au niveau principal, alors au niveau staff, c'est hyper important de toujours arriver avec un problème, mais aussi des pistes de solutions. Mais à un niveau principal, si vous n'avez pas des solutions qui sont déjà actionnables, c'est probablement, on peut qualifier ça d'une erreur, on va dire. Il faut vraiment arriver avec des actions précises, actionnables et sur lesquelles elle peut savoir quels sont ses next steps. Ça, c'est vraiment important. On parle un peu du message aussi, je vais aller rapidement, mais incarner le message, c'est vraiment important. Quand on est dans une sphère de leadership et les principals en font partie, eh ben, on se retrouve à porter des messages sur des sujets sur lesquels on n'est pas toujours d'accord. Par exemple, je ne sais pas, une return to office policy, ce genre de choses. Là, c'est hyper important de dire
de ne pas isoler un leader dans son message. Donc là, c'est important de ne pas, surtout pas dire notre CTO veut que le COMEX a décidé de. Donc on a décidé, la compagnie va, etc. Ne jamais isoler les gens qu'on représente les managers qui sont au-dessus dans leur message. Donc des fois, on se retrouve à porter des messages qui ne sont pas forcément ceux qu'on a envie de donner, mais c'est hyper important. Et enfin, le plus important, personnellement pour moi, c'est le slide peut-être que moi je préfère dans cette présentation, c'est la capacité d'écoute active. En fait, le temps qu'on passe avec un exécutif est généralement très limité. Si on a 30 minutes en récurrent toutes les semaines, c'est pas mal. Donc, il va falloir utiliser ces 30 minutes de la manière la plus intelligente possible. Donc, on vous a mis quelques questions par-ci, par-là que vous pouvez poser à un exec. Mais l'idée, c'est toujours la même chose, se centrer sur l'impact. On est toujours très contents tous de partager notre charge mentale. Donc, le but, c'est de demander la charge mentale de cet exec. Quelles sont tes priorités, les challenges que tu vois arriver d'un point de vue engineering? Comment je peux supporter des initiatives très transverses? Est-ce qu'il y a des initiatives très transverses que tu serais très contente de voir fleurir? Est-ce qu'il y a des projets qui ne prennent pas, qui traînent, etc., qui pourraient être intéressants pour tout le monde? Comment je peux t'aider? Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'on est tous pareils. On a tous de la charge mentale. Dès que quelqu'un nous pose des questions et qu'on peut la dropper, je pense qu'au bar, ça fait un carton. Eh ben, c'est la même chose avec un exec. Il faut arriver à pousser cette personne à dropper cette charge mentale. Et la plupart du temps, ce qui est le plus, comme tu le pointais encore une fois sur ta présentation avant, ce qui est le plus lourd pour tout le monde, le plus legacy, le plus pesant, et ce qui va être le plus impactant à tacler. Ce qui n'est pas évident dans cette position, c'est que vous n'êtes pas une boîte de service, vous n'êtes pas des commandos et vous n'allez pas ranger la chambre ou vous débarrasser à la place des personnes. Vous êtes là pour identifier les problèmes. Il y a un truc qui était un peu plus présent dans mon ancienne boîte, c'était que nous, on était recrutés, on était en check and control des directeurs. Donc, c'était marqué explicitement que notre boulot, c'était d'aider les directeurs, mais check and control. Ça voulait dire aussi qu'on était un contre-pouvoir et que quand les directeurs faisaient n'importe quoi, on était en droit de leur dire, écoute, là, tu vas poser le clavier, t'éloigner de 3 pas. Chose qui est moins présente chez Back Market. On n'a pas plus besoin de faire ça, par exemple, avec les gens côté produit. C'est la partie qui est la moins facile, je trouve. C'est de l'écoute active, virgule. Je ne suis pas non plus ton copain. On va bosser ensemble, mais il faut qu'on garde notre position parce que sinon, vous vous faites bouffer et vous devenez un objet politique. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Et pareil pour les staffs, on les aide à leur dire parfois à lever le nez un peu et à comprendre en fait quel problème tu es en train de résoudre. Est-ce que c'est ton problème ou est-ce que c'est le problème de la personne à côté qui veut être promue? Voilà, donc je vous le dis un peu en off, mais je pense que c'est important. Ouais, dernier slide, on va s'arrêter là-dessus. On va dire que contribuer, comment dire, comment je peux formuler ça? En fait, c'est très important. On vous a parlé de stratégie et donc c'est vraiment important de garder en tête que tous les staffs, que ce soit staff encore une fois, senior staff ou principal, on doit contribuer à la stratégie. On ne doit pas simplement en bénéficier. Donc il y a plein d'exercices différents dans une entreprise, mais la définition des OKR, définir les roadmaps techniques, définir les grands chantiers architecturaux qui vont arriver pour l'année. Les documents de vision dans les chapters, c'est important. Si vous, staff, vous n'êtes pas à peu près partie prenante des discussions, c'est compliqué après d'avoir une opinion. Il faut vous glisser dans le courant. Il n'y a que les poissons morts qui nagent dans le même sens que le courant, quoi. Donc vous devez être dans l'autre sens. Et donc, ouais, le danger ici, c'est plus on monte en seniorité, plus on a des scopes transverses, plus on se transforme en advocate sans contribuer directement. Et ça, c'est peut-être une autre erreur qu'on pourrait pointer et qu'il faut éviter en tant que principal, c'est de continuer à contribuer pour ne pas être, encore une fois, un objet politique, comme tu disais, et un acteur du futur qu'on essaie d'écrire. Et on vous laisse là-dessus. Pour ceux qui ne sont pas encore staff et qui se posent la question de devenir staff, il y a plusieurs voies. Moi, je pense que c'est très important d'insister aussi sur le fait que senior engineer, c'est très bien. Et on n'a pas forcément besoin de devenir staff, engineering manager ou CTO. Je ne dis pas du tout ça pour des questions de budget ou etc. C'est vraiment important de se rendre compte que devenir staff, c'est s'intéresser à l'impact
Et donc, du coup, par définition, on commence à faire beaucoup de choses, de plus en plus de choses qu'on n'a pas toujours envie de faire. Donc, il y a un aspect un petit peu sacrificiel pour aller chercher cet impact. Et ça peut ne pas convenir à tout le monde. Ça arrive malheureusement des personnes qui veulent absolument devenir staff et qui, le jour où elles le deviennent, se rendent compte que c'était peut-être pas ce qu'ils avaient désiré. Donc ça, c'est assez important de le garder en tête. Il n'y a pas une définition, mais moi j'ai des observations. Je pense quand même que la partie soft skill, empathie est hyper importante pour faire ce boulot-là. C'est plus facile quand vous vous intéressez vraiment aux autres. Et honnêtement, pour moi, c'est plus facile parce que je suis plus senior. Si je me revois 10-15 ans en arrière, je pense que j'aurais peut-être plus d'impatience et peut-être plus la recherche de montrer voilà, l'excellence technique. Une fois qu'on arrive, en fait, je vois à chaque fois la carrière comme des petites montagnes. Et le jour où vous êtes la meilleure brute technique sur tel ou tel sujet, en fait, vous vous rendrez compte qu'il y a encore d'autres choses derrière et que c'est pas suffisant pour être épanoui. Mais en même temps, on peut très bien arriver à un endroit où on est bien, on se sent à l'aise et on se dit, bah, pendant quelques années, j'ai pas forcément envie d'aller chercher la montagne d'après. Le management est très intéressant. Moi, j'adore bosser avec les gens. On est plusieurs là, récemment chez Back Market à avoir pris des rôles de manager de transition parce qu'on n'avait pas assez de managers. Donc, on s'est retrouvé dans ces positions de manager. Moi, j'adore manager. Et après, voilà, j'ai fait une petite rechute. Et puis là, depuis janvier, j'ai une remplaçante qui est arrivée. J'ai repris mon rôle de principal à 100%. C'est intéressant. C'est toujours intéressant. On voit le système, on voit comment fonctionne l'organisation. Euh, donc voilà, je vous conseille, si vous avez la chance de pouvoir essayer différents profils, et si vous avez envie, hein, allez-y, quoi. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. 41 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Les projets de l'émission, c'est vous qui allez les chercher finalement. Oui. Ça ne vient pas d'en haut, d'un directeur ou on descend. Non. On a. Ça fait presque. Plus on devient senior et plus c'est quasiment une attente de ce rôle-là. Je pense que pour les staffs vont être des très bons alliés pour les managers, avec plus de temps dans leur emploi du temps pour pouvoir travailler sur des sujets, puis ils vont aller travailler avec quelques équipes connexes. Les senior staff, c'est un peu plus dans un département d'équipe. Et les principales, nous, on se balade dans toute la partie technique de la boîte. Donc chez nous, ça représente un tiers de l'entreprise, mais on se balade aussi à l'extérieur. On va parler avec les gens du business, du marketing, et on apporte une autre vision sur ce qu'il faut. C'était une réunion qu'on avait cet après-midi. On doit résoudre des problèmes. L'organisation a une structure de management et un organigramme, mais il y a des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre en collant le problème sur les épaules d'une équipe. Exemple, être compliant PCS, DCIS, améliorer l'accessibilité du site web, ça concerne toutes les équipes. Et donc nous, on va intervenir sur des problèmes transverses. Et on les anticipe, on les recherche. Et après, les gens viennent aussi nous en parler. Et puis après, il y a des problèmes plus longs à résoudre qui sont des problèmes d'organisation qui vont prendre un an et demi. Puis il y a certains problèmes qui sont assez éphémères. En 2-3 semaines, le problème est résolu. Donc c'est une alternance de projets courts, de projets longs, et on en a souvent un ou deux en même temps, mais on n'en a pas 10 en même temps, quoi. Mais c'est très rare que la CTO nous demande d'aller sur un sujet précis. Ce qu'elle va nous demander, c'est sur un scope. Si, par exemple, on définit une roadmap à l'année, on veut se répartir, être sûr qu'il y a du leadership qui est réparti sur toutes les zones. Donc là, elle va nous guider, évidemment, parce qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau du COMEX. Mais sur presque tout le reste, je dirais, c'est à nous de remonter les sujets avec les solutions et probablement de s'assurer de la réussite, on va dire, de ce qu'on va suggérer. Donc ça, c'est un autre aspect aussi important, c'est qu'on finalement on est extrêmement indépendant, ce qui est grisant, ce qui est très appréciable, mais ça veut dire aussi qu'on peut se planter très fort et sans garde-fou. Et on fait beaucoup de programme management. C'est un boulot où euh, je ne sais pas si vous connaissez vraiment le travail de TPM, Technical Program Manager, mais on a souvent des problèmes identifiés. Je pense que tu l'as très bien expliqué dans ton parcours. Euh, on est aussi souvent amené à driver des projets de A à Z. On parle plutôt souvent de programmes ou de problèmes à résoudre. Et donc, on a aussi une forte attente de notre part de driver la solution. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour dire ah, ça brûle. Bah ouais, mais on est aussi là pour driver jusqu'au bout. Donc, ça prend du temps. Et c'est ça aussi qui occupe pas mal nos semaines, de faire avancer les sujets, de voir où est-ce qu'on en est, mettre les mains dedans, aller retrouver d'autres personnes,
prendre des freelances quand on n'a pas de ressources en interne. Enfin, voilà, c'est ce genre de problème qu'on doit résoudre. Je donne un cas pratique sur un scope où je suis actif en ce moment, qui est compliance et la lutte sur la fraude, vu qu'on est une marketplace. Donc, c'est un sujet qui restera toujours présent à Back Market. En fait, la fraude, c'était un sujet il y a quelques années à Back Market où il y avait énormément d'équipes qui étaient actives sur le sujet, mais personne ne se parlait. Ce n'était pas approché de manière transverse. Et on a eu un head of fraud qui est arrivé à ce moment-là et qui s'est dit moi, je ne comprends pas, j'ai pas l'impression qu'on lutte réellement, qu'on fasse des choses sur la fraude. Donc là, le but, c'était très vite de l'attraper, de dire hop, 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 il faut que tu parles avec les gens du département technique et on va s'organiser un workshop. Je vais aller voir 2, 3 execs parce qu'en fait, si tout le monde fait de la fraude, mais personne ne le sait. Et donc là, il va falloir concentrer les efforts, il va falloir peut-être réfléchir à une organisation. Qu'est-ce qui fait le plus de sens pour réapprocher le sujet? Est-ce qu'on a un déficit de reporting, déficit d'alignement? Qui va en parler? Est-ce qu'il y a des leaders effectifs? Est-ce qu'il faut qu'on change les équipes? Donc là, notre rôle là-dessus, il va être de trouver des solutions, de les pitcher, de les amener, et encore une fois, tu l'as dit sur le drive, de rester jusqu'à ce que le problème n'en soit plus un, ou plus perçu comme tel aussi. Yes. Au début, quand vous avez présenté, vous avez dit vous êtes binôme avec des VP en fait. Ouais. Mais du coup, le VP, il est sur un scope bien précis. Vous êtes En fait, on est au même niveau hiérarchique. On est rattaché directement à la CTO. Et après, on est tous les deux. On essaye de ne pas travailler sur les mêmes sujets, même si on en discute ensemble. Et donc, on intervient avec un ou deux directeurs selon les problèmes sur lesquels on se balade. Et parfois, ça peut être des gens qui ne sont pas du tout côté tech, hein. Ça peut être des gens côté marketing, business, autour de différents problèmes. Exactement. Ouais. Ouais, voilà. Le VP, par contre, va sûrement avoir un senior staff ou un staff qui va lui être vraiment en binôme, qui va être concentré sur le même scope. Chez nous, un staff, ça va être un set d'équipes. Ça peut être beaucoup d'équipes. Un senior staff, ça va vraiment être un domaine entier, par exemple la plateforme, ça peut être une grosse partie du product engineering. Et principal, on va dire que c'est compagnie et département. Donc on nous attend aussi sur beaucoup de travail qui va au-delà du département technique. du coup, quand on vous entend, en fait, il y a plein de trucs. Quelque part, on aurait pu mettre plein de choses pour l'engineering manager ou le VP, en fait. Et en fait, pour vous changer, en fait, mettre un engineering manager, ça marche pas aussi, en fait. C'est un très bon point. Moi, en ce moment, je manage des managers de managers. Donc, une partie de ce que je fais est exactement ce qu'on attend d'un directeur ou d'un VP. Donc, oui, on pourrait être remplaçable sur certaines parties, mais quand même, on garde une approche qui reste très technique. On va avoir une vraie différence sur les VP là-dessus. Il y a aussi le budget, il y a les gestions de carrière. Il y a quand même énormément de sujets que nous, on ne traite pas, Ouais. qui nous donnent beaucoup plus de temps pour aller plus en profondeur dans les sujets. Ma question, c'est pour les devs, en fait. Ouais. Ou est-ce que c'est pas perturbant, en fait, de dire, vous êtes qui, en fait, des managers? Alors, eux ne se posent pas trop la question. Ils savent qu'on n'est pas manager. C'est un vrai problème et une complexité qui est difficile à résoudre pour les non-tech, en fait. Les techs, maintenant, comprennent les différents staffs qu'il y a dans l'entreprise, voient très bien comment ça fonctionne. Moi, j'ai plus de difficultés encore à expliquer de manière simple à quoi on sert. Mais c'est hyper important, hein, et à expliquer ce que j'attends de la personne et pourquoi je peux le prendre son temps. Et que, enfin voilà, c'est difficile. On n'a personne qui reporte. On manage personne en dessous de nous. Voilà, c'est ce qui est important. On est des contributeurs individuels. Et donc, tout ce qu'on fait, on n'a aucun soldat pour faire ce qu'on fait. Donc, ce qu'on veut faire, forcément, qu'on passe que par l'influence, que par des systèmes où on doit faire des choses à des équipes, dans des roadmaps, dans des problèmes. Et on doit s'inscrire dans une organisation. Et on utilise très, très peu l'autorité, en fait. On peut utiliser l'autorité en dernier ressort, ou quand il y a un incident grave, là, par contre, il faut résoudre un problème. Là, on ne va pas discuter, on va résoudre le problème. Mais la majorité des choses sur lesquelles on intervient, on va s'appuyer sur des personnes et on va convaincre en fait les personnes qu'on est là pour résoudre un problème. On pitch un peu notre mini startup de nous tout seuls, notre pomme. Et après, on accompagne le programme et on revient voir et puis on remet les mains dedans. Et puis, enfin voilà. Et tu poses quand même la question qui tue, hein.
On a eu la question littéralement, mais du coup, ils vous servent à quoi dans le département technique? C'est à l'époque où c'était moins mature comme organisation, et on était moins nombreux en staff. On avait cette question-là à l'intérieur du département technique. Maintenant, on n'a plus cette question-là. La question, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils font pendant leur journée? Parce que du coup, on est des fois un peu out of reach. Donc là, on essaie de rendre public le plus de choses de ce qu'on fait, notre emploi du temps, tout en fait. C'est en dehors du département technique, où là, c'est plus compliqué parfois pour certains profils de comprendre réellement à quoi sert un principal engineer. On pourra la même chose pour nous, pour les traffic managers, ce genre de choses. Donc là, on pitch tout simplement et il n'y a pas de... Il n'y a pas réellement de problème. Généralement, quand on commence à être actif sur un scope, les gens finissent par vite comprendre à quoi on sert. Le manager? Alors, on est enregistré, donc je ne dirai rien sur ce sujet. Tu avais une question? Comment on fait pour avoir un rôle actif sur chacun des sujets? Moi, je peux répondre dessus. Vas-y. Moi, je bosse avec d'autres staffs, des seniors staff, et on bosse ensemble. Et ce que je leur dis, hein, je dis, moi, mon boulot, c'est de t'aider, mais qu'à la fin, c'est toi qui bosses. Enfin, je ne dis pas ça comme ça, mais ils le comprennent rapidement. Je leur explique en fait que, notamment sur l'immigration technique, par exemple, c'est un sujet là, sur lequel on bosse pas mal en ce moment, que je peux le faire, je peux venir, on peut passer une journée ensemble, mais que je n'ai pas un intérêt absolu à le faire, et qu'il y a parfois des sujets à découvrir. Et donc, je le dis en toute transparence, et en général, les personnes sont contentes, et puis bah, elles se lancent, et puis on en rediscute ensemble, et on avance, et moi, je passe à un autre problème, quoi. Je pense que la clé, en fait, c'est plus vous devenez senior, et plus vous devenez... Enfin, vous devez être quelqu'un capable de déléguer, d'encadrer. Et c'est pour ça que je vous parlais de mentoring. Et puis après, il y a des sujets que je me garde, sur les sujets sur lesquels je sais que là, il faut que c'est à moi de le traiter, quoi. Donc il y a des sujets sur lesquels je me sens à l'aise, et puis je vais passer la main à d'autres personnes. Je vais les former, les onboarder, et elles vont prendre le lead sur ces problèmes-là. Il y en a d'autres sur lesquels je vais garder la main, le temps de trouver peut-être une autre solution, quoi. Il y a un des points quand même, pareil, sans langue de bois, que tu pointes qui est hyper important. Malheureusement, c'est vrai, dans la vie d'une principal, je suis sûr que tu vas être d'accord avec nous, c'est le context switching, parce qu'il y a certains sujets qui tournent depuis très longtemps, d'autres qui sont rajoutés, d'autres qui vont arriver. En fait, on ne peut pas l'esquiver totalement. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est une rigueur intellectuelle pour éviter le context switching dans une journée, enfin, en tout cas, limiter cet effet de context switching et d'arriver à garder quand même une ligne directrice, parce que sinon, on se retrouve à bim, je suis dans un meeting, je parle dans une équipe sur sujet A. Ensuite, après, je vais parler avec un exec sur un truc qui n'a rien à voir. Ensuite, je suis sur un meeting transverse sur un chapter où là, c'est plutôt de l'écoute passive. Et en fait, ça fait vraiment beaucoup. Moi, je dirais qu'avec le temps, la structure de mon agenda devient de plus en plus vraiment stricte, voire sociopathique, quoi, vraiment psychopathique. C'est obligé parce que sinon, ça devient ingérable. Mais j'irai sur deux autres sujets. Maintenant, ce qu'on fait, moi, je le fais littéralement à 100% du temps. C'est dès que j'arrive sur un sujet, je réfléchis à quand je vais en sortir. Pour moi, je dois commencer à me migrer du sujet au moment où je rentre dedans. Il faut que je trouve une solution dès maintenant. Ce sera peut-être pas du tout la solution qui va être prise au final, mais il faut que dès le moment où je rentre dedans, je sais que j'ai une idée de quand je vais en sortir. Parce que sinon, on se fait engluer et là, ça devient, on se fait saturer, on Et on n'arrive ne plus peut à plus avancer, avoir le quoi. même impact, en fait. Je pense qu'on se fait anesthésier, euh, et, euh, et je pense qu'on n'arrive plus à offrir à ce que l'organisation, en fait, elle attend de nous qu'on perturbe un peu ce qui est établi. Et si vous restez trop longtemps à un endroit, je pense que ça devient difficile. Moi, à titre perso, j'ai quitté Docto, que j'adorais comme boîte, mais j'avais vraiment le sentiment d'avoir atteint euh, le- j'avais touché tous les périmètres, j'ai fait des trucs, j'étais pendant la vaccination, le Covid et tout ça, donc je me suis bien éclaté. Mais j'avais bien compris quand même que j'avais un peu épuisé les sujets, et que ce qu'on me proposait m'intéressait un peu moins. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis parti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je peux encore faire 6 mois. Mais en vrai, à un moment donné, ça devient évident que voilà, les sujets que vous avez faits sont posés, tout se passe bien, et que les sujets qui restent ne sont pas forcément ceux qui vous intéressent à titre perso. Donc moi, pour moi, c'est pour ça que je suis allé rechercher une entreprise plus petite, mais pas non plus
toute petite, j'avais pas envie de repartir dans les startups. Et Back Market, c'est la moitié de la taille de Docto, donc c'est génial. Ça permet de repartir et de retrouver des problèmes nouveaux, et puis des trucs qu'on n'a jamais vus. Voilà, je vous parle juste Et de mon dernier expérience. rituel, moi qui m'a aidé énormément, tous les lundis matins, je me mets un quart d'heure devant un Google Sheet où j'ai une liste exhaustive des sujets où je suis censé faire quelque chose, j'ai une forme d'impact, quelle qu'elle soit, sous plein de formes, et je me repose la question, est-ce qu'il y a toujours autant d'impact? Est-ce que ça baisse? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi qui fais une erreur? Ou est-ce que là, au contraire, il faut sortir, ou c'est le moment de passer la main à quelqu'un? Et toutes les semaines, je me force à repasser sur ce sujet-là pour m'assurer aussi que je n'oublie pas certains sujets quand il commence à y en avoir trop, à les passer à quelqu'un d'autre ou à donner l'opportunité à quelqu'un. En fait, la réalité, c'est que la plupart du temps, tout le monde cherche des opportunités, en fait. Donc, c'est assez facile de trouver quelqu'un pour prendre la main, euh, même s'il va falloir préparer une phase de migration et avoir des attentes différentes parce que c'est pas le même humain derrière, donc pas les mêmes méthodes de travail, pas les mêmes assets. Euh, ouais, ça, c'est pas facile. Et savoir dire non, bon, là, je dis des choses évidentes, mais moi, je ne vais pas le citer parce que là, je suis enregistré chez un Back Market, mais il y a certains sujets où on sait qu'il faut les traiter. On n'a pas la bande passante, c'est pas la priorité, bah, faut pas le faire. Il faut accepter que ça va foirer. C'est inévitable. On l'a vu, on l'a isolé, on l'a expliqué. Vaut mieux le laisser foirer. Des fois, ça arrive, certains sujets qui peuvent aller jusqu'à de l'attrition, hein. Mais il y a des fois, certains sujets, il faut qu'on arrive à dire non et il faut qu'on convainc la CTO qu'il ne faut pas le traiter. Et ça, je pense que c'est le plus dur, d'accepter quelque chose qui va être vraiment dur, qui va faire mal, mais de ne pas le prendre. C'est pas facile. Voilà, voilà. Pour la suite des questions, autour d'une petite bière avec Ouais, vous. une temps de boire, hein. Merci beaucoup.